Je reconnais maintenant Monsieur le député de Drummond et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de communauté culturelle et de langue. Monsieur le député. Madame la Présidente. Je vous rappelle, Monsieur le député, que vous avez 14 minutes 50. Merci bien. J'ai une question pour vous, Madame la Présidente, puisque je ne connais pas l'étendue encore du dictionnaire des mots auxquels on n'a pas droit. Et je me demande si on a le droit de dire le mot pitrerie. On n'a pas le droit? Calembredène, fadaise, carabistouille. J'en ai toute une série. J'ai cherché pour être sûr de pouvoir m'exprimer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai besoin de votre collaboration. S'il vous plaît. De part et d'autre, j'ai besoin de votre collaboration. Monsieur le député, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre collaboration. Monsieur le député, vous avez la parole, mais s'il vous plaît, dans le respect du règlement, et le respect du règlement inclut la non-utilisation des propos non parlementaires. Alors, soyez prudents et entamez votre intervention. Merci, Madame la Présidente. Donc, je m'en tiendrai au mot calembredène, dont je suis convaincu qu'il n'est pas dans le répertoire des mots qu'on ne doit pas utiliser, pour dire qu'un beau matin, les choses s'améliorent et les calembredènes ne font plus rire personne. Les vieux procédés ne fonctionnent plus. Les clichés sont usés, éculés. Sauf que là, il y a une bonne nouvelle. Parce que ce que j'entends du premier ministre et de la ministre de l'Éducation, ça commence terriblement à ressembler à un discours électoral. Peut-être un message qui est passé. Et on agite même les épouvantails. Écoutez, l'épouvantail, le Parti québécois va hausser les impôts. L'épouvantail de la souveraineté. Alors, quand on commence à agiter les épouvantails, à faire des discours profondément creux et abyssaux, on peut penser que de l'autre bord de la Chambre, ça peut commencer à sentir les élections. Mais je voulais, puisqu'on fait dans la liste, je voulais rappeler quelques noms fort intéressants aussi. Si un départ est un désaveu, j'assume qu'il faudra parler du fait que Mme Normando a désavoué le premier ministre. Oh, Monique Jérôme Forgette a désavoué le premier ministre. Michel Audette a désavoué le premier ministre. Philippe Couillard a désavoué le premier ministre. Yves Séguin a désavoué le premier ministre. Thomas Mulcair a désavoué le premier ministre. Et puisque qui se ressemble s'assemble, on suppose qu'il avait été sollicité pour ça, mais ils ont fini par partir. Voilà que M. Wissel n'est plus là. Oh, M. Thomasy n'est plus là. Il avait bien été sollicité par quelqu'un. Un jour, ils ne sont plus là. Je me demande d'ailleurs si dans la courte liste Wissel-Thomasy, je me demande si Mme Normando ne devrait pas aller dans la même liste et si un jour, on n'y ajoutera pas la ministre de l'Éducation compte tenu de son actualité. Alors, on peut faire des listes. On peut faire des listes. Mais je pense que ça ne veut pas dire grand-chose, sauf si on les prend pas par cas. Et là, on est prêt à faire l'exercice. La question que je pose, Madame la Présidente, c'est le gouvernement a-t-il encore l'autorité morale pour gouverner? Ce gouvernement qui s'en remet au pouvoir judiciaire, il y a un autre mot que je mettrai là qui n'est sûrement pas parlementaire, par manque de courage, mais imaginez que je veux dire quelque chose de bien pire que manque de courage, qui s'en remet au pouvoir judiciaire par manque de courage. Le gouvernement qui est l'incarnation de l'exécutif, qui dit, plutôt que d'assumer mon travail, je vais laisser le judiciaire faire la sale job. Je vais laisser la police affronter les étudiants et je vais me camper dans un rôle de victime. C'est un manque de courage qui n'est pas une preuve d'autorité morale. Un gouvernement dont le premier ministre, ce matin même, confondait le législatif, l'exécutif et le judiciaire, il faut le faire, qui disait que nous sommes l'Assemblée nationale, les législateurs, donc c'est à nous de faire appliquer les lois. Ma compréhension, c'est que le législateur les vote et donne des mandats. Mais ce sont des erreurs compréhensibles, pas une preuve de compétence. Un gouvernement qui provoque, puis le mot « provoquer » dans le sens provocation, pure, simple, grossière. Un gouvernement qui provoque, qui cherche, qui espère une forme de désobéissance civile pour mieux la réprimer, mais se donner encore une posture de victime. Un gouvernement qui est entaché de scandales,
dont les seules sorties de secours sont un défi à la présomption d'innocence, tellement les apparences, l'ensemble des faits qu'on peut invoquer sont accablants. On peut parler évidemment des garderies. On peut parler des 20, 30, 40 % on ne sait pas, du montant des contrats d'infrastructure qui s'en vont dans les poches des gens du genre de ceux qui sont invités à déjeuner. On peut parler d'un parti dont le financement monte en flèche quand il est au pouvoir et tombe comme une roche quand il est dans l'opposition, tandis que chez nous, c'est stable. Ce gouvernement, dont la porte-parole en éducation, la ministre de l'Éducation, fait la morale à cœur de jour aux étudiants, qui administre un des plus gros budgets de l'État québécois, puis qui est prise en défaut, avec pour seul argument de ne pas s'être informé de qui donnait des milliers de dollars pour une rencontre intime au déjeuner. Je suppose que la défense réelle, c'est qu'elle a obéi aux ordres du cabinet du premier ministre qui dit 100 000 par ministre. Ce gouvernement-là a-t-il l'autorité morale pour continuer à diriger le Québec? Il en a le droit. Au sens le plus strict, il en a le droit. La loi est ce qu'elle est, le régime est ce qu'il est. Mais en a-t-il l'autorité morale? Ce gouvernement, il est au service de qui? Qui sont les bénéficiaires des choix et des décisions que ce gouvernement multiplie depuis des années et qui systématiquement ne servent pas le Québec? Je me demande s'il a déjà été vraiment au service du Québec. Je pense qu'il y a, au sein du gouvernement, à tout le moins au sein de son aile parlementaire, des gens qui sont sincères et de bonne foi. Mais je me demande aux directives de qui ils sont soumis. Qu'est-ce qu'on leur dit? Et surtout, qu'est-ce qu'on ne leur dit pas? Allons-y de quelques exemples, l'un avec lequel on est assez familier. Parlons un peu de langue. Il y a quelques minutes à peine, la ministre parlait de la grande fierté de la baie James, incluant pour des gens qui s'y sont opposés, et comment on avait manqué de jugement en n'appuyant pas la baie James, dont on est si content aujourd'hui. Est-ce que je peux parler de la loi 101? Est-ce que je peux parler de la bataille rangée que les libéraux ont menée contre la loi 101, dont aujourd'hui ils se targuent tous, la main sur le cœur, comme ils disent. Tout le monde aime la loi 101. Tout le monde la trouve merveilleuse. Bien sûr, derrière des portes fermées, par un ensemble de règlements et de compromis, on la laisse partir en morceaux. Mais on dit donc qu'on l'aime, la loi 101. Alors, si, encore une fois, ce genre de raisonnement-là ont l'ombre du début d'un petit morceau de valeur, eh bien, il devrait s'appliquer des deux bords. Et soit le gouvernement commence à respecter et à appliquer la loi 101, ou soit qu'il admet que, dans le fond, il est encore un adversaire de la loi 101. Parmi les exemples de ça, évidemment, les écoles passerelles, où derrière la prétention d'interdire le procédé des écoles passerelles, on a au mieux encadré le phénomène, mais dans les faits, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné le mode d'emploi. On a dit aux gens qui voulaient contourner la loi 101 en matière d'enseignement, on a dit, voici comment vous allez procéder et en passant, voici combien vous allez payer. Ça, c'est le respect qu'ils ont pour la loi 101. Ils nous diront, bien sûr, qu'à l'époque, en 1977, ça avait été admis par M. Lorrain et Lévesque. C'était avant que la loi 101 soit transformée en gruyère par la Cour suprême du Canada, devant laquelle ils font des courbettes à tout venant. C'était avant 35 ans de constat de toutes ces attaques à la loi 101, qui obligent qu'aujourd'hui, on doive envisager d'être, avec les bilans, peut-être plus rigoureux. En matière d'affichage, évidemment, nous mentionnons que les 200 plaintes, parce qu'on est rendu à 200 plaintes dans le comté de l'Acadie, la réponse de la ministre, c'est sur 1600 entreprises, ce n'est pas si grave. Après tout, il n'y a qu'une entreprise sur 8 dans le comté de la ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française qui ne respecte pas la Charte de la langue française. Ma foi, c'est bien peu de choses. C'est assez fascinant. Si on ajoute à ça l'évidence que ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont pignon sur rue, que la majorité des entreprises sont toutes petites et en général n'ont même pas d'enseigne, le pourcentage des entreprises dans le comté de la ministre qui ne respectent pas la loi 101 en matière d'affichage doit être très considérable.
Et là, il y a eu une nouvelle série de plaintes de déposées qui, au total, frise les 1000 plaintes faites par des citoyens, dont 333 dans le comté de Saint-Laurent, le comté du ministre de la Justice. 333. Et lorsque des citoyens, il n'était pas 2000, il était 6, lorsque des citoyens ont voulu aller remettre une copie des plaintes au ministre, c'est le dada de ce gouvernement depuis quelques mois. La police les attendait pour leur dire qu'ils ne pouvaient pas entrer dans le bureau du ministre. Ça, c'est le respect de ce gouvernement dans l'application de la Charte de la langue française en matière d'affichage. Parlons un peu de la langue de travail. L'Association des gestionnaires du Québec a sorti un chiffre fascinant. 25 des sièges sociaux du Québec ont quitté vers l'Ontario au cours des 10 dernières années. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, au cours des 10 dernières années, 9 des 10 dernières années, c'est sous un gouvernement libéral, très libéral même. Ça veut dire que leurs affinités formidables avec l'économie n'ont pas empêché de faire fuir des sièges sociaux ou partir des sièges sociaux. Et quand un siège social part de Montréal et s'en va à Toronto, là, on peut être pas mal sûr que le vrai grand patron, il va être unilingue anglophone, que son état-major va être unilingue anglophone, que lorsqu'ils vont prendre le téléphone pour appeler leurs exécutants sur le terrain à Montréal, ils vont leur parler en anglais, que les sous-traitants vont plus souvent qu'autrement, ou assurément souvent, venir aussi de Toronto, donc composer en anglais avec leurs vis-à-vis à Montréal. Et donc, que toute une culture du travail va s'angliciser, tant et si bien qu'évidemment, tout autour, sur les étages des immeubles à bureaux, dans les dépanneurs au rez-de-chaussée, dans les restaurants des alentours, les gens vont prendre le prétexte, pas le prétexte, mais le raccourci de dire tout le monde va être capable de me parler en anglais, pas tout le monde va être capable de me parler en français, alors répondons en anglais. Et la zone d'anglicisation de Montréal s'élargit, s'étend sur la rive sud, et les milieux de travail en anglais sont de plus en plus nombreux. Et là, on va se battre avec des statistiques, tandis que n'importe qui est simplement allé voir et écouter ce qui se passe à Montréal n'aura pas vraiment de difficulté à constater. Constater que l'anglais progresse à Montréal, c'est une chose. Nier que l'anglais progresse à Montréal, c'est comme prétendre qu'il n'y a pas de cône orange à Montréal. Il y a une évidence. Éventuellement, on la voit, on l'observe. Quand, dans nos propres sociétés d'État, on tolère que soient embauchés des dirigeants unilingues anglophones, on envoie un message. Et c'est beaucoup une question de message, les questions linguistiques. On envoie le message que c'est correct. On en arrive à une situation déplorable où, auparavant, ce qu'on avait convenu, c'est que la langue essentielle, c'était le français et que l'anglais était un complément. Et on arrive à une situation déplorable où la langue qui est essentielle, c'est l'anglais et c'est le français qui est un complément. Et ça, c'est à grands coups de messages ambigus. Et ça, c'est l'amour de ce gouvernement pour la langue française. J'aurais pu parler d'immigration, j'aurais pu parler de ce dont on a pu parler au Crédit récemment, un grand nombre de sujets. Malheureusement, le temps me manque. 14 minutes, ça s'avère bien peu. Je vous suggère à tous qu'on envisage la solution. Je ne sais pas s'il a fait exprès pour faire l'erreur, s'il n'a pas fait exprès pour faire l'erreur ou c'est une commande du bureau du premier ministre, mais je vous suggère la solution Bachand. La solution ministre des Finances, on va appeler de même. Je vous suggère la solution ministre des Finances. Allons en élection, réglons le cas des étudiants, réglons le cas du plan Nord, réglons le cas du gaz de schiste, réglons le cas de l'économie, allons en élection, appliquons la solution ministre des Finances, mais là où je ne suis pas d'accord, pas un an. Jamais un an. Ne laissons pas les choses pourrir encore pendant un an. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vous remercie, Monsieur le député.